vais vous donner une petite idée de ce qu'est la raison de la diversité biologique. Imaginez que derrière vous, là-bas, je vous vois bien, c'est ça, la porte est fermée. Elle est fermée, et vous essayez de sortir. Non, n'essayez pas. Vous essayez de sortir, vous ne pouvez pas. C'est fermé. Ici, on a ouvert la fenêtre, mais c'est une erreur, c'est fermé aussi. C'est fermé partout. On essaie de sortir, c'est trop tard. On ne peut plus sortir. Et d'après les visages que je vois, il y a de l'interfécondité possible. N'en profitez pas. Eh bien, d'ici quelques centaines de milliers d'années, quand on sortira, on sera très étonné de voir la tête des autres, ceux qu'on a quittés tout à l'heure, et ils seront de la même manière très étonnés de voir la nôtre. Et c'est ça qui fait la diversité biologique, et c'est ça qui fait la dérive génétique, tout simplement parce que l'échantillon de gènes que nous avons ici est forcément moins riche que celui que nous avons quitté. Hein. On a beau être dans une île, il y a quand même un plus grand choix d'alliances à l'extérieur. Tiens, je vois un parapluie. Et ceci fait la différence, puisque les gènes qui sont présents ici vont évidemment s'exprimer préférentiellement, ça va de soi. Et c'est ça la diversité biologique, et c'est ça qui a été très joliment décrit à propos des bêtes que vous avez vues, des différents reptiles et mammifères par le premier orateur. Je salue son travail, et je salue aussi la deuxième conférence. Vous avez vu que rien n'est stable. C'est ça dont il faut se souvenir. Rien n'est stable. C'est terrible, mais c'est ainsi. Vous allez mal dormir, mais tant pis pour vous. On ne peut s'attacher à rien du tout parce que tout change tout le temps. Et les équilibres biologiques, c'est pareil. Les équilibres biologiques ne tiennent qu'un certain temps jusqu'à ce que ces équilibres soient en déséquilibre. Et comme quand ça devient déséquilibré, eh bien la tendance des êtres vivants, évidemment, est de tenter de retrouver un nouvel équilibre. Et puis, ce nouvel équilibre est acquis jusqu'au déséquilibre suivant, et ainsi de suite. Autrement dit, vous avez vu à propos notamment des poissons autour de la Corse, tout change tout le temps, et dans 100 ans, on sera très différent, et dans 100 000 ans, n'en parlons pas. Si, on en reparlera justement, mais on peut se donner rendez-vous dans une centaine de milliers d'années. Et c'est terrible de penser ainsi. Et moi, j'aime bien les écologistes, parce que les écologistes ont tiré la sonnette d'alarme en disant attention, ces déséquilibres, l'homme y est peut-être pour quelque chose. On s'est rendu compte que l'homme y était en effet pour quelque chose, et en ce sens que l'on fasse des efforts pour essayer de réduire la perte de diversité biologique, c'est très bien. Ceci étant dit, si on arrive à réduire nos pollutions, bravo, mais ça n'empêchera pas tous ces changements de continuer à se faire. Seulement, on n'aura plus la responsabilité que l'on a en ce moment. Lorsque les entreprises ont commencé à creuser le tunnel sous la Manche, je leur ai écrit, écoutez, depuis 1 million d'années, il y a des cycles de 100 000 ans, c'est interglaciaire, glaciaire, interglaciaire, glaciaire. Comme on est dans un interglaciaire, on va vers un glaciaire. Donc la Manche va se découvrir, c'est pas la peine de faire un trou en dessous, on pourra passer par-dessus. Évidemment, ils m'ont pas répondu, et ils ont fait leur trou, qui marche pas toujours très bien d'ailleurs, mais ceci dit, ça veut dire que ça bouge, quoi, c'est tout. Et vous avez vu que la Méditerranée va bientôt disparaître, ça va être, oui, une superbe vallée. Alors, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, à la suite de la demande de Cécile Breton, c'est que dans l'histoire des hominidés, c'est la même chose. Il y a aussi une grande diversité biologique, qu'on appelle biodiversité. Moi, j'aime bien diversité biologique. Hein. En un sens, c'est plus clair. Puis biodiversité, c'est un petit peu mode, et quelquefois, on utilise ce mot sans trop savoir ce qu'il veut dire. Et tout simplement parce que les humains sont nés de préhumains, ça va de soi, et que les préhumains
sont apparus il y a une dizaine de millions d'années, petite dizaine de millions d'années. Et je vais essayer de vous résumer, j'y ai pensé en 6 étapes. Elles sont artificielles, mais 6 étapes. Hein. Souvenez-vous, parce que je poserai des questions à la fin. Moi aussi, n'est-ce pas? Si vous le permettez, on interrogera. En 6 étapes, à partir du moment où nous nous séparons des grands singes. Et parmi les grands singes, en l'occurrence, préférentiellement, des chimpanzés et des bonobos. Le bonobo étant un chimpanzé. Autrement dit, il faut se rendre à l'évidence, les chimpanzés et nous sommes cousins, et l'ancêtre commun, les grands-parents communs, ont 10 millions d'années. Donc il y a 10 millions d'années, voilà, les grands-parents sont les mêmes, et on se sépare probablement pour des raisons écologiques. C'est souvent le cas, pour des raisons donc de diversité biologique, parce que les uns s'adaptent, ce sont les chimpanzés, plus volontiers au milieu arboré. C'est tout à fait confirmé par des travaux récents. Ils n'étaient pas comme ça à l'origine, mais ils ont développé une adaptation meilleure, chaque jour meilleure, chaque million d'années meilleure, à ce milieu des arbres. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, ils ont des bassins osseux allongés, un petit peu allongés, alors que nos bassins à nous sont extrêmement raccourcis. Ils sont raccourcis parce que nos bassins à nous supportent toute une partie du corps, donc ça pèse sur le bassin. Ne me regardez pas comme ça, j'en suis un bel exemple. Donc comment voulez-vous que mon bassin soit étiré? Il est forcément écrasé. Tandis que le bassin des chimpanzés est un bassin très étiré parce qu'il se promène suspendu par les membres supérieurs. Autrement dit, à partir de 10 millions d'années, nous nous séparons. Les chimpanzés s'en vont dans leur direction et nous dans la nôtre. Mais on a vu, en regardant récemment leur ADN, leur acide désoxyribonucléique, que nous étions finalement très proches, ce que nous savions depuis longtemps, mais ce qui a été confirmé. Alors je vais vous raconter une petite histoire au départ, que j'aime beaucoup, avec un ami qui s'appelait Jean-Jacques Peter, qui est mort depuis un certain temps, mais dont on va sortir un livre qu'il avait préparé il y a quelque temps sur les primates, un livre superbe qui va sortir chez Nathan dans quelques mois, enfin avant la fin de l'année. Donc avec Jean-Jacques Peter, un jour, on se dit, on va tenter de vérifier si les chimpanzés sont véritablement nos cousins. Si ce sont nos cousins, ils doivent être malins. Et on va voir s'ils sont malins. Alors, on a mis au plafond des bananes, et l'idée, c'était de faire venir un chimpanzé sous les bananes, de telle manière qu'il en ait envie, mais qu'il ne puisse pas les attraper. C'est malin, hein? Il faut être chercheur pour penser à ça. Donc on leur a mis une table dans un coin, aux chimpanzés, et on s'est dit, si le chimpanzé premier degré pense qu'en montant sur la table, il peut attraper les bananes, bravo, c'est déjà une belle réflexion. Mais en montant sur la table, il ne pouvait pas attraper les bananes. Mais on a mis une chaise dans un autre coin, et on s'est dit, si le chimpanzé a l'idée de tirer la table sous les bananes, prendre la chaise, mettre la chaise sur la table, monter sur la table, monter sur la chaise, il peut attraper les bananes. Alors on a fait ça au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, qui n'est pas très équipé pour ça. Donc on a accroché des bananes au plafond, on a mis une table, on a mis une chaise, on a fait rentrer le chimpanzé. Et j'étais donc avec Jean-Jacques. Et je dis à Jean-Jacques, regarde ce qui se passe. Et bien sûr, il observe par le trou de la serrure, le malheureux. Et il regarde, puis il me dit, je vois rien du tout. On dit, c'est pas possible, pas possible. Les volets sont ouverts, donc il y a du jour, on a tiré la clé. Non, c'est pas possible. Je lui dis, regarde encore. Il regarde et il me dit, oh, c'est pas ce que j'ai vu, l'œil du chimpanzé. Voilà, alors ce sont bien des cousins. et Jean-Jacques, la fin de l'histoire, c'est que Jean-Jacques m'a dit, je peux voir ce type, il m'a pris en flagrant délit de voyeurisme.
tu te débrouilles avec lui, moi je m'en vais. Donc, c'est moi qui ai ouvert aux chimpanzés qui n'avaient absolument pas envie des bananes, qui se demandaient pourquoi on les avait mis si haut aujourd'hui, alors que tous les jours on les apportait sur des assiettes, quoi. C'était un chimpanzé de zoo, vous comprenez. Donc, il n'en avait vraiment rien à faire. Donc, nous sommes cousins des chimpanzés, ils méritent notre considération. Voilà, alors ça s'est pas passé il y a 10 millions d'années, mais ça veut dire que nous nous sommes séparés, et nous, il y a donc 10 millions d'années. Donc, voilà les 6 parties dont je vous parlais, les 6 étapes qu'on va franchir rapidement. Première étape, elle n'est pas très brillante, hein. On cherche évidemment l'ancêtre commun ou des parents proches de l'ancêtre commun. Et qu'est-ce qu'on trouve? Pour le moment, 3 petits primates. On les trouve pour le moment uniquement au Kenya et en Éthiopie, pour des raisons sans doute de conservation de sédiments. Et ces petits primates, pardonnez-moi, ils ont des noms terribles, mais c'est ainsi. Il y en a un qui s'appelle Chororapithecus, l'autre qui s'appelle Nakalipithecus, et le troisième qui s'appelle Samburopithecus. C'est pas brillant, hein, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas en dire grand-chose. Mais ça veut dire quand même qu'on a quelques fossiles de ces années-là. On ne sait pas si ce sont les bons. On continue à chercher, bien entendu. Mais c'est vers ces années-là que se passe la divergence. On continue notre route. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des fossiles dont les noms vous disent déjà quelque chose. Il y en a un qui s'appelle Toumaï. Plus sérieusement, il s'appelle Sahelanthropus tchadassis. Je l'ai d'ailleurs co-signé à la demande de Michel Brunet, son découvreur. L'autre s'appelle Ardipithecus ramidus. Et il y a même une autre espèce, Ardipithecus cadaba. Vous voyez comme on est bien. Et un troisième qui s'appelle Aurorine tuganensis, que j'ai aussi co-signé à la demande de son inventeur, qui est Brigitte Senu. Donc il y a trois espèces. Et celles-là sont très intéressantes parce que ce sont les tout premiers hominidés, les tout premiers préhumains, et ils montrent déjà finalement une certaine diversité, puisque l'un est tchadien, l'autre est kenyan, et le troisième est éthiopien. Donc 3 pays suffisamment distants l'un de l'autre pour que les espèces soient différentes. Mais ces espèces montrent quand même, bien sûr, des caractères communs. Et en l'occurrence, ces caractères communs, c'est d'être debout. Hein, c'est intéressant. Et le redressement du corps est probablement dû au fait que, pour la première fois, les petits primates, là, les petits grands-parents de 10 millions d'années, se sont trouvés confrontés avec un milieu, un environnement, à la fois arboré, les arbres, et à la fois découvert. Il y avait des arbres et puis il y avait des espaces entre les arbres. Et du coup, ces gens-là, nos parents préhumains de Toumaï il y a 7 millions d'années, les autres en ont 6, ces gens-là se sont redressés pour passer d'un bosquet à un autre, mais ont continué à grimper. Et ça se voit très bien dans le squelette, et l'étude récente très exhaustive d'Ardipithecus l'a très joliment montré. Donc, ces bêtes, enfin, on ne peut pas dire ça, ces êtres, c'est quand même mieux, on est déjà dans la famille quand même, grimpent et mangent des fruits, et marchent et mangent des racines, mangent des racines au sol et des fruits dans les arbres, et ça leur donne, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, des dents avec un émail, un ruban d'émail un petit peu épais, parce que quand on mange des racines, on mange un petit peu de terre avec, et puis il faut évidemment que les dents résistent. Donc ça, c'est la deuxième étape. Elle est très ancienne, mais déjà la diversité est intéressante, et bien qu'elle se situe toujours en Afrique tropicale. Mais l'Afrique tropicale, c'est quand même grand. Alors une remarque à ce sujet, lorsque vous voyez annoncer dans la presse une découverte, si ça vous intéresse, lisez la presse naturellement, mais ne lisez pas les titres qui en général sont toujours les mêmes, c'est-à-dire on a trouvé le chaînon manquant, vraiment on ne sait pas ce que ça veut dire, hein.
La paléontologie, ça passe son temps à chercher les chaînons qui manquent. Alors, mon boulot, moi, c'est de chercher les chaînons qui manquent, et au fur et à mesure que j'en trouve, il y en a moins qui manquent, mais il en manque toujours. Donc le chaînon manquant, on ne sait pas trop ce que c'est. Et d'autre part, les titres des journaux en général, c'est tout est bouleversé. Alors ça, c'est agaçant, ça veut dire les paléontologues n'ont rien compris, il faut tout reprendre, c'est pas vrai du tout. Hein. Au contraire, vous avez entendu que la diversité biologique était importante, et on va en trouver d'autres de ces fossiles, bien sûr. Et cette diversité, elle est riche, et plus on découvre, plus cette richesse s'affirme, et plus elle est intéressante, importante et tout à fait attendue. On attend d'autres découvertes, bien sûr. Donc c'était la deuxième étape, avec des gens qui marchent et qui grimpent. Troisième étape, on arrive au niveau de la fameuse Lucie, mais il y en a d'autres. Il y a un certain nombre d'espèces qu'on appelle du genre Australopithecus, vous savez, les australopithèques, et aussi du genre Kenyanthropus. Et de ces australopithèques, il y en a en Afrique méridionale, il y en a en Afrique orientale, il y en a en Afrique centrale. Et ces australopithèques sont intéressants parce que par rapport à l'échelon précédent, vous vous souvenez, Toumaï, Ardipithèque et Aurorine, ils sont plus agressifs dans leur denture et agressifs aussi dans leur genre de vie, puisque les ardipithèques n'ont presque pas de différence de dimorphisme sexuel, ce qui veut dire que c'est très calme dans leur société, alors que les australopithèques ont un dimorphisme sexuel très important, et ça signifie une organisation sociale bien différente, et ça signifie un milieu plus découvert. Et ce milieu est tellement plus découvert que si des êtres comme Lucie, Australopithecus afarensis, continuent à marcher et à grimper comme ceux d'avant, il y a à cette époque-là, c'est le troisième niveau, hein, un Australopithecus qui s'appelle Anamensis et qui lui est déjà bipède exclusif, comme nous, bipède exclusif. C'est-à-dire qu'il ne grimpe plus, il ne fait que marcher. Donc on s'achemine petit à petit vers notre station debout d'aujourd'hui, sans aptitude excessive en tout cas, à grimper. Enfin, normalement, on ne grimpe plus, quoi. Moi, pas, en tout cas, c'est fini. Donc, c'est le troisième niveau, et comme je vous l'ai dit, la diversité est surprenante, est intéressante, puisque ces gens-là, je peux vous les citer tous, on les trouve quand même en Afrique australe, donc ce grand secteur de l'Afrique du Sud, et puis en Afrique orientale, mais très largement comprise, c'est-à-dire Éthiopie, Kenya, Tanzanie, Malawi, et Afrique centrale, désormais Tchad. Lucie, évidemment, me colle un peu à la peau parce que j'ai participé à sa découverte. Je suis content, hein. Mais enfin, quelquefois, c'est un petit peu agaçant. Hey, Lucie, ben, elle va bien. Enfin, c'est quelquefois à mon avantage, quelquefois à mon désavantage. À mon avantage, j'ai ici mon fils. Enfin, il n'est pas là, il travaille, normalement, m'a-t-il dit. Il a 14 ans, mais il était tout petit. Donc, en 95, il avait quelques mois et je vais le faire vacciner. C'est son premier vaccin. Chez sa pédiatre, il pleuvait. Je remonte, c'est à Paris, je remonte une rue vers la place de la Bastille. Cette rue était dans un sens et la circulation était dans l'autre sens. Donc les voitures passent. Comme il pleuvait, il y en avait beaucoup. Comme il y en avait beaucoup, ça klaxonnait. Et au milieu des voitures, un camion. Et le camion s'arrête pile. Le chauffeur sort à moitié par sa fenêtre et hurle en pointant un doigt vers le landau dans lequel se trouvait le petit garçon. C'est Lucie. J'ai crié non, c'est son petit frère, mais il était déjà parti, quoi. Alors ça, c'est agréable, quoi. Ça veut dire, je vous ai reconnu, hein, c'est formidable, quel bel os. Mais alors, ce qui est beaucoup moins agréable, c'est qu'un jour, un ami qui voulait faire un film sur l'évolution de l'homme, pour être gentil avec moi, puisque je m'appelle Yves, a appelé son film « Yves, Lucie et les autres ».
eh bien, il y a un journal de télévision qui a téléphoné à mon secrétariat pour avoir les photographies des 2 squelettes. Et c'est là qu'on voit que la notoriété est éphémère. Oui. Voilà. Donc, enfin, c'était le 3e niveau. Hein. Enfin, pas moi, mais ce niveau de Lucie. Alors, le 4e est extrêmement important. Et il vient d'y avoir des découvertes récentes à ce sujet. Le 4e niveau, à la suite d'un changement climatique, ça c'est très important, changement climatique que j'ai mis en lumière, je suis fier de le dire, en travaillant 10 ans dans le sud de l'Éthiopie. Eh bien, au moment de ce changement climatique, forcément, tous les écosystèmes, toute la biodiversité, toute la diversité biologique est confrontée à ce changement climatique. Donc elle doit s'adapter à ce changement climatique. Je ne vous raconte pas comment ça se passe chez les éléphants, chez les cochons, chez les chevaux, chez les antilopes, mais en tout cas ça se passe, autrement les bêtes se seraient éteintes. Mais les hominidés qui nous intéressent, chez les hominidés dans notre famille, il se passe la chose suivante, c'est que notre famille trouve plusieurs solutions à la crise. Et ça, c'est formidable. Alors, c'est par excellence une diversité biologique. Par excellence, une diversité biologique. Première réponse, une réponse qui a lieu en Afrique australe, au Malawi, je remonte, en Tanzanie, au Kenya et dans une partie seulement de l'Éthiopie, l'Australopithèque, je pense que c'est Lucie l'ancêtre. Pour l'Afrique du Sud, c'en est un autre qui s'appelle Australopithecus africanus. En tout cas, l'Australopithèque se transforme en Australopithèque robuste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un paysage, comme il y a un changement climatique et que c'est un assèchement, dans un paysage qui se découvre encore plus, on est forcément plus vulnérable. Et dans ce milieu plus vulnérable, il faut trouver une solution pour survivre. Et ce que trouve l'Australopithèque robuste, c'est une solution de robustesse, c'est-à-dire que son corps devient plus massif, et il devient plus massif parce qu'il trouve la solution d'une dissuasion physique. Quand on est plus costaud, on n'est pas attaqué. Hein. Regardez les éléphants, ils n'ont pas beaucoup de prédateurs. Eh bien, l'Australopithèque robuste devient robuste, comme son nom l'indique. Et ça, on le voit, comme je vous l'ai dit, dans tous ces pays d'Afrique de l'Est et du Sud. Une autre solution est un Australopithèque qu'on appelle Gari, enfin peu importe. Mais celui-là, on ne le trouve qu'en Afar. C'est très intéressant. Je l'ai vu récemment, enfin j'ai vu récemment les ossements en Éthiopie. Ça veut dire qu'il y a une autre solution dans un autre milieu écologique, comme les îles. Entre l'Afar à l'est de l'Éthiopie et le sud de l'Éthiopie, il y a sûrement une différence géographique suffisante pour qu'il n'y ait pas la même solution. Et en Afar, il n'y a pas du tout d'Australopithèque robuste, mais il y a cette forme qui s'appelle Gari et qui est particulière, qui est aussi assez robuste, mais qui ne ressemble pas à l'Australopithèque robuste et qui a des dents très, très puissantes, qui trouve donc une autre solution, une variation sur le même thème. Et en Afrique de l'Est, par ailleurs, une autre solution, c'est l'homme. C'est à ce moment-là que l'humain apparaît. Et l'humain, lui, il trouve une solution, non pas dans la dissuasion physique, ça reste un petit bonhomme, mais dans la dissuasion intellectuelle. Son cerveau se transforme, son cerveau devient beaucoup plus gros, son cerveau devient beaucoup plus plissé, c'est-à-dire qu'il augmente de volume et il n'y a pas de place pour tout mettre. Son volume devient beaucoup mieux irrigué et c'est donc aussi une solution. Et une autre solution qui vient d'être découverte et qui, à mon avis, a été mal interprétée, c'est un autre Australopithèque qu'on appelle Gracine, enfin un autre Australopithèque qui ne développe pas, lui, son cerveau, qui ne développe pas non plus sa dissuasion physique et qui, par contre, apparaît en Afrique du Sud comme plus évolué que l'Australopithèque précédent, avec des dents comparables à celles de l'homme. Il s'appelle Australopithecus sediba. Il vient d'être découvert par
un collègue qui s'appelle Lee Berger, et qui l'a publié en disant c'est sans doute l'ancêtre de l'homme. Alors l'homme a presque 3 millions d'années, et celui-là en a 2. Alors avoir un grand-père plus jeune que soi, c'est un peu embêtant. Donc, mais ceci étant dit, enfin, en dehors des polémiques qui peuvent exister entre nous, ou des débats simplement, des débats de l'examen critique des résultats, on a dit 1, 2, 3, c'est mon 4e niveau. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous voyez, face à un changement climatique, il y a forcément un changement morphologique. Et ce changement morphologique, la diversité biologique est tellement brillante et tellement inventive que rien que pour les hominidés, il y a 4 solutions. Le gros Australopithèque, l'Australopithecus gary qui est un peu particulier, l'homme, nous, bon, ça y est, on démarre, le premier homme, et puis cette forme d'Australopithèque récemment trouvée en Afrique du Sud. 4 solutions à une même situation, et 4 solutions dans des régions qui sont séparées les unes des autres comme des îles. Ce ne sont pas des îles, mais ce sont des régions, et ça peut être des vallées, ça peut être des bassins. En tout cas, ce sont des régions qui ne communiquent pas, visiblement. Cinquième histoire, l'homme est donc né là, dans cette Afrique tropicale, et il se déploie. J'espère que tout ça, c'est clair. Donc, l'Australopithèque robus, il reste là un certain temps, et puis il s'éteint. Australopithecus gary, il reste là un certain temps, puis il s'éteint. L'Australopithèque sediba qu'on vient de trouver, il reste en Afrique du Sud, puis il s'éteint. L'homme, lui, se répand. Il se répand à partir de son berceau tropical, et il se répand d'abord à travers toute l'Afrique. C'est-à-dire jusqu'en Afrique du Sud et jusqu'en Afrique du Nord. Et puis d'Afrique du Nord, il passe par le Proche-Orient. Et du Proche-Orient, il va vers l'ouest, et puis il va vers l'est, il va vers l'ouest jusqu'à la Bretagne, Cécile Breton. Et puis il s'en va aussi vers l'est, jusqu'à la Chine, en tout cas pour le moment, pas au-delà. Donc il couvre l'Afrique et l'Eurasie. Ça veut dire qu'il couvre un territoire immense, immense. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est facile à comprendre. Vous avez une petite population qui couvre un territoire immense. Donc entre les gens, comme ici dans cette salle, c'est pareil, entre ces gens-là, il va y avoir une coupure géographique obligatoire. Ils ne vont pas pouvoir se voir tous les dimanches. Hein. Il y a beau avoir beaucoup de réunions ici grâce à Marie-Antoinette. Ça va pas se faire tout seul. Donc ces gens se trouvent séparés des... Marie-Noël, pardon. Ah, c'est important. Alors j'ai une mémoire de mammouth, alors il ne faut pas que je faillisse. Donc ces gens vont se trouver séparés, et pour le moment, on en a trouvé 5. Seulement, mais il va y en avoir d'autres, parce que vous verrez encore ça dans la presse, tout est bouleversé, pas du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Quels sont les 5? L'essentiel, c'est déjà l'émergence de l'Homo sapiens, de l'homme moderne. L'homme moderne apparaît lors de ce déploiement-là, pas tout de suite, hein, mais à partir de la même souche, qui est Homo erectus, mais peu importe, à partir de la même souche, l'Homo sapiens va apparaître, et il va apparaître en Afrique pour certains, en Afrique et en Asie continentale pour d'autres, en tout cas dans un très grand territoire. Et l'Europe étant isolée, l'Europe s'étant isolée pour des raisons de glaciation d'abord et puis d'inondation ensuite, l'Europe étant isolée, la même souche Homo erectus va devenir en Europe l'homme de Néandertal. Et puis Java, c'est une île. Java est relié au continent asiatique d'abord, et puis se trouve isolé au sens propre ensuite. L'homme de Java, pendant 1 million d'années, va rester isolé. Pendant 1 million d'années, il va dériver. C'est ce que je vous disais à propos de nous, là. Chiche, 1 million d'années. Ça fera long, hein. Mais je vous raconterai des histoires. Donc, 1 million d'années à Java, il dérive. Il devient forcément une espèce particulière. Et dans la petite île qui s'appelle Flores, un tout petit peu plus loin, au-delà de
Lombok, qu'est-ce qu'il y a comme île là, Komodo et Flores. L'homme de Java passe à Flores. Flores, c'est une petite île, 300 km de long. Et dans cette petite île, cet homme de Flores va subir ce que subissent, vous l'avez vu, un certain nombre de mammifères, c'est-à-dire le nanisme insulaire. Alors c'est soit nanisme, soit gigantisme, et on en reparlera ensuite. Mais l'essentiel à retenir, c'est que à Flores, il y a aussi une petite espèce particulière. Et récemment, on vient de trouver, grâce à la génétique, c'est un chapeau à la génétique, en Sibérie, dans une grotte qui s'appelle Denisova, une petite phalange. Et l'analyse génétique de la phalange a déterminé que cet homme-là, cette espèce-là, était démarquée, était distante génétiquement de l'homme de Néandertal et de l'Homo sapiens, de l'homme moderne, et donc probablement de l'homme de Java et de l'homme de Flores, de plus d'1 million d'années. Alors, est-ce que c'est 1 million d'années, est-ce que c'est un peu plus, est-ce que c'est un peu moins, ça n'a pas d'importance. Mais ça veut dire que là encore, il y a une petite population qui a dérivé, c'est-à-dire qu'elle est devenue un autre humain, si je puis dire. Donc l'homme se répand, hein, c'est ma cinquième histoire. L'homme se répand, peu de gens et immense surface, donc isolement obligatoire des populations, d'où dans cette phase-là, qui commence il y a un peu plus d'1 million d'années, quelque chose comme ça, 1 million, 1,5 million, dans cette phase-là se forme Néandertal en Europe, Sapiens en Afrique et en Asie, cet homme qui n'a pas encore de nom en Sibérie, l'homme de Java à Java, l'homme de Flores à Flores. C'est tout simple. Et on va en trouver d'autres, forcément. Il y a d'autres isolats, c'est obligatoire, sur une pareille surface. Et puis, à la fin de sixième intervention, l'Homo sapiens, apparemment sans agressivité, mais avec une efficacité incontestable et incontestée, l'Homo sapiens va bouger, alors que celui de Sibérie apparemment ne bouge pas, celui de Java reste dans son île, celui de Flores reste dans son île, Néandertal reflue un petit peu vers le Proche-Orient, mais Sapiens bouge. Et Sapiens arrive en Europe, Sapiens arrive en Sibérie, Sapiens arrive à Java, Sapiens arrive à Flores, et il se trouve qu'au bout d'un certain nombre de milliers d'années, c'est en ce sens que ce n'est pas une agression frontale, au bout de 10 000 ans probablement, eh bien, l'homme de Flores disparaît, l'homme de Java disparaît, l'homme de Néandertal disparaît, l'homme de Sibérie disparaît, et il reste, je vous ai bien regardé tout à l'heure, il reste des Homo sapiens sapiens. Nous sommes tous Homo sapiens sapiens. Donc il n'y a plus qu'une seule espèce. Il n'y a plus qu'une seule espèce, c'est la nôtre. Donc ça arrange déjà bien les choses. On dit toujours Homo sapiens sapiens. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous du genre humain, genre Homo, apparu, vous avez vu, il y a 3 millions d'années. Nous sommes tous de l'espèce sapiens. Et le deuxième sapiens, c'est la sous-espèce qu'on appelle aussi la race. C'est pour ça qu'il n'y a pas de race. On est tous du genre humain, de l'espèce sapiens et de la race sapiens. À la limite, mais je n'ose pas le dire n'importe où, être raciste, c'est être humaniste, puisque ça veut dire qu'on aime bien les Homo sapiens sapiens. Mais enfin, il faut faire attention, ça peut être pris d'une drôle de manière. Absolument. Donc voilà, et à partir de 3 millions d'années, en fait, l'homme, avec sa grosse tête dont je vous ai parlé, sait qu'il sait, donc il a une réflexion, et cette réflexion fait que, pour la première fois, il va inventer la culture, et cette culture va devenir aussi diversifiée que le seront ces populations. Autrement dit, la diversité biologique est prolongée par ce qu'on peut appeler la diversité culturelle. Et moi, je tiens beaucoup à cette diversité culturelle. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. On fait une année de la biodiversité, c'est bien. Ça serait pas mal de faire une année de la culturodiversité. Et la culturodiversité, la diversité culturelle, c'est la richesse de chacun des pays. C'est la richesse des langues de ces pays, du vôtre.
c'est la richesse des traditions, c'est la richesse des habitudes. C'est ça qui fait la richesse de l'humanité, la richesse du monde. Et c'est un petit peu dommage aussi, quoique c'est en partie inévitable, mais c'est un petit peu dommage aussi que cette diversité diminue, que cette diversité soit un petit peu laminée sous une sorte de culture universelle. Donc je défends autant, et c'est pour ça que je suis heureux d'être à vos côtés, si je puis dire. Je n'ai rien de corse, hein, que je sache, quoique on ne sait pas, mais d'être à vos côtés, parce que défendre la culture corse, c'est très important. C'est très important. Et je suis autant défenseur de la diversité culturelle que de la diversité biologique. Et l'un suivant, enfin prenant le relais d'une certaine manière, de l'autre, accompagnant un peu et prenant aussi le relais de l'autre. Et voilà toute l'histoire merveilleuse, merveilleuse, c'est la plus belle histoire du monde, de l'homme, la nôtre. Merci.